le juge Everett McCall arriva au palais de justice du comté de Crestwood par une fraîche matinée d'automne, sa berline noire polie étincelant au soleil naissant. Il en sortit avec une assurance assurée. Le palais de justice lui-même, une imposante structure de pierre patinée et d'arches vertigineuses, avait longtemps été son domaine, un lieu où il s'était forgé une réputation de jugement exigeant, quoique parfois impitoyable. Aujourd'hui, cependant, allait marquer le début d'un changement inattendu et irréversible. Alors qu'il franchissait les portes tournantes pour pénétrer dans les couloirs feutrés du palais de justice, son esprit était déjà concentré sur le rôle du jour. Il remarqua avec un léger sourire les rangées de bureaux soigneusement disposés et le sol en marbre poli qui reflétait chacun de ses pas. Malgré la routine qui avait marqué ses années de magistrature, le juge McCall était bien conscient des courants sous-jacents qui bouillonnaient parfois sous la surface, des rumeurs sur le traitement parfois teinté de préjugés de certaines affaires, sur la façon dont certaines voix étaient réduites au silence avant même d'avoir pu exprimer leur vérité. Aujourd'hui, cependant, rien n'aurait pu le préparer à ce qui allait se passer. Dans la galerie publique, où l'habituel mélange d'avocats, de sténographes judiciaires et de curieux attendait silencieusement, une silhouette saisissante attira son attention. Au fond de la salle, une jeune femme noire, assise seule sur un siège modeste, se tenait impeccablement droite et affichait une expression de calme et de détermination. Vêtue d'un blazer et d'une jupe simple mais soignée, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré, elle tenait un petit porte-document en cuir sur ses genoux et griffonnait par intermittence des notes dans un carnet usé. Pour la plupart, elle aurait pu ressembler à n'importe quel plaideur ou observateur ordinaire, une étudiante peut-être, venue pour un projet scolaire. Mais quelque chose dans le calme délibéré de son regard et la précision de ses mouvements fit sourciller le juge McCall. Lorsque l'audience commença et qu'une affaire de routine fut appelée à l'ordre, la voix tonitruante du juge McCall résonna dans la salle d'audience avec son habituel mélange d'autorité et de condescendance. Pourtant, tout au long de l'audience, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à la jeune femme dans la galerie. Son assiduité discrète lui parut presque prétentieuse, et un petit rire moqueur lui échappa tandis qu'il qualifiait sa présence d'insignifiante. À un moment donné, lors d'une brève suspension d'audience, le juge McCall s'est adossé à son banc et a murmuré « Quelle perte de temps ! Encore un beau gosse qui joue au tribunal !» Son rire bas et dédaigneux a parcouru la salle d'audience. Puis, alors que l'audience reprenait et que la tension dans la salle d'audience commençait à monter à nouveau, l'inattendu s'est produit. Sans prévenir, la jeune femme se leva. Un silence s'abattit aussitôt, tous les regards se tournant vers elle. D'un geste mesuré et délibéré, elle fouilla dans la poche intérieure de son blazer et en sortit un petit badge étincelant. Impossible de le confondre, un badge des services secrets américains, brillant sous les lumières vives du tribunal. L'insigne, impeccable et officiel, attira immédiatement l'attention. L'espace d'un instant, le rire du juge McCall s'éteignit. Ses yeux s'écarquillèrent et son visage se vida de ses couleurs tandis qu'il fixait, figé, la révélation qui se déroulait sous ses yeux. L'attitude de la jeune femme se transforma instantanément, d'observatrice discrète et discrète, elle devint une figure d'autorité inflexible. Elle brandit son badge, d'une voix ferme et claire, et déclara « Je suis l'agent Keisha Monroe des services secrets américains. Je suis ici en mission officielle. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle d'audience. Les murmures qui avaient empli la salle furent remplacés par des exclamations de surprise et d'incrédulité. Les journalistes se mirent à griffonner frénétiquement des notes et à prendre des photos. Même les avocats, qui avaient jusque-là tenu pour acquis l'attitude dédaigneuse du juge McCall, échangèrent des regards alarmés et confus. Dans cet instant électrisant, la dynamique du pouvoir dans la salle changea radicalement. Le juge, qui se targuait de son autorité inébranlable, se tenait désormais exposé et vulnérable, son rire condescendant se transformant en un regard d'incrédulité abjecte. La présence calme et autoritaire de l'agent Monroe tranchait sur le chaos. Son badge fermement tenu dans une main, le regard fixe, elle poursuivit. En raison de graves allégations de corruption et d'abus de pouvoir au sein de ce palais de justice, je suis autorisé à ouvrir une enquête fédérale immédiate. Sa voix, basse et résolue, ne laissait aucune place à la discussion. Le juge McCall, toujours figé sur son siège, ne put que balbutier une protestation tandis que les policiers en uniforme s'approchaient. À ce moment surréaliste, tout a changé. La salle d'audience, autrefois théâtre de son autorité incontestée, était désormais envahie par la force indéniable de la responsabilité. Tandis que la déclaration sereine de l'agent Monroe résonnait dans les couloirs, les graines d'une nouvelle ère étaient semées à un moment qui marquerait le début d'un changement systémique et le démantèlement tant attendu d'un système judiciaire profondément imparfait et biaisé.
Tous les regards dans la salle d'audience étaient braqués sur lui. Chaque conversation chuchotée, chaque flash d'appareil photo témoignait de l'effondrement de l'ordre ancien. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, le juge McCall réalisa avec une horreur croissante que son arrogance l'avait finalement rattrapé et que les conséquences seraient à la fois rapides et irréversibles. La salle d'audience fut plongée dans un silence stupéfait tandis que la révélation de l'agent Keisha Monroe s'imposait pleinement. Pendant quelques instants, personne ne bougea ni ne parla. Le juge, autrefois confiant, qui affichait un ricanement dédaigneux quelques instants plus tôt, était maintenant figé, les yeux écarquillés d'incrédulité, comme si la notion même d'autorité lui avait été soudainement retirée. De l'autre côté de la salle, des murmures se sont transformés en un mélange chaotique de choc, de colère et d'espoir prudent. Les journalistes dans la galerie se sont empressés de consigner chaque détail, tandis que les avocats échangeaient des regards incrédules. Même les huissiers, qui affichaient une façade stoïque quelques instants plus tôt, ont maintenant changé d'attitude, mal à l'aise, face à la réalité de la situation. L'agent Monroe, debout près de la table de l'accusé, brandissait son badge des services secrets américains afin que tous les regards dans la salle puissent apercevoir son insigne officiel étincelant. Son ton calme et mesuré tranchait sur la cacophonie grandissante. Suite à de graves allégations de corruption et d'abus de pouvoir au sein même de ce tribunal, j'ai été autorisé à ouvrir une enquête fédérale complète. À compter d'aujourd'hui, toutes les procédures dans cette salle d'audience sont suspendues. Ces paroles résonnèrent sur les hauts murs ornés. Pour la première fois ce jour-là, la salle d'audience n'était pas gouvernée par l'arrogance d'un seul juge, mais par le poids d'une autorité fédérale inattaquable. Le silence qui suivit fut palpable. Certains membres du public, longtemps affligés par des années de mauvais traitements, échangèrent des regards entendus et murmurèrent même une discrète approbation. Pendant ce temps, le juge McCall, dont le visage était devenu blême, commençait à s'agiter, son sang-froid s'effondrant alors qu'il luttait pour trouver ses mots. Ce doit être un malentendu, balbutia-t-il, sa voix tremblante alors qu'il essayait de reprendre le contrôle. Mais sa protestation a été étouffée par le ton ferme et inébranlable de l'agent Monroe, qui a poursuivi « Je ne suis pas ici pour débattre du protocole. Je suis ici pour servir la vérité. » Alors que les agents fédéraux s'efforçaient de sécuriser le juge, la tension dans la pièce devenait presque insupportable. Le procureur, dont les arguments avaient été préparés pour étayer les accusations erronées contre le défendeur, est maintenant resté bouche bée, manifestement mal préparé à la tournure soudaine des événements. Pendant ce temps, l'accusé lui-même, Ezra Holloway, restait assis, son expression mêlant soulagement solennel et justification silencieuse. Son regard, fixe et imperturbable, captait chaque instant du chaos qui se déroulait, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Dans la salle d'audience, les rumeurs se répandirent rapidement. Un avocat chevronné en costume gris se pencha vers un jeune collègue et murmura « Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est la chute de la tyrannie. » D'autres contemplèrent la scène, incrédules. Les agents de sécurité, qui avaient autrefois ricané au juge Coleman, semblaient désormais isolés et vulnérables, leur autorité s'effondrant sous les yeux de tous ceux présents. Au milieu du chaos, le regard de l'agent Monroe balayait la salle d'audience avec un calme mesuré. Son regard, froid et résolu, croisa celui du juge McCall, qui semblait maintenant au bord des larmes. « Juge McCall, dit-elle d'un ton ferme mais dénué de malice, vous êtes en état d'arrestation pour abus de pouvoir, obstruction à la justice et perpétuation d'un système de discrimination raciale dans cette salle d'audience. » Ces mots frappèrent avec la précision d'un scalpel, et alors que la première paire de menottes était attachée autour de ses poignets, une expiration collective parcourut la pièce, une libération de décennies de colère et de chagrin refoulés. Pendant un long moment, la salle d'audience resta silencieuse, tous les regards rivés sur la scène du tribunal. Le regard autrefois impérieux du juge avait laissé place à un air de désespoir et d'incrédulité, comme si les fondements mêmes sur lesquels il avait bâti sa carrière avaient été irrémédiablement ébranlés. Même la défense, longtemps pénalisée par ses décisions partiales, partageait désormais un triomphe doux amer. Le regard d'Ezra Holloway, bien que calme, reflétait le poids d'un combat mené non seulement pour sa propre dignité, mais aussi pour les innombrables autres personnes systématiquement marginalisées par un système corrompu. L'agent Monroe s'est ensuite tourné vers les agents fédéraux, leur donnant des instructions claires pour sécuriser la salle d'audience et ouvrir une enquête préliminaire. Chaque geste était délibéré, professionnel et marqué par la certitude que la justice rattraperait enfin ceux qui avaient abusé de leur pouvoir. À ce moment chargé, le palais de justice s'est transformé d'une scène d'oppression en un champ de bataille pour la responsabilité. Chaque conversation chuchotée, chaque poignée de main,
chaque regard écarquillé du public témoignait d'une communauté commençant à s'éveiller à une nouvelle ère, une époque où même les plus puissants pourraient être tenus responsables de leurs actes. Alors que la salle se remplissait lentement de murmures d'approbation et du léger cliquetis des caméras, le juge McCall fut doucement escorté hors de la salle d'audience par les agents fédéraux. Après sa destitution, l'aura d'autorité qui avait caractérisé l'époque a cédé la place à un sentiment irrésistible de possibilité. Le règne oppressif de la discrimination était désormais démantelé, menotte après menotte, et les germes du changement avaient été semés au cœur même du système judiciaire du comté de Crestwood. L'atmosphère dans la salle d'audience a radicalement changé alors que la procédure entrait dans sa phase la plus critique. Au milieu d'un contre-interrogatoire tendu, alors que les rires et les ricanements dédaigneux du juge résonnaient encore dans l'esprit des personnes présentes, les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience s'ouvrirent avec un bruit sourd définitif. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers l'entrée. Au lieu de cela, une équipe d'agents fédéraux, leurs costumes sombres impeccables et leurs expressions résolues. L'agent principal, une grande femme noire au regard perçant et à la voix autoritaire, avançait avec assurance. Pendant un instant, le temps sembla ralentir. Le juge, auparavant suffisant et condescendant, dont le rire avait rabaissé la digne femme noire qui observait tranquillement la procédure, s'est arrêté au milieu de sa phrase. Son regard, jusque-là fixé avec dédain sur la galerie, s'écarquillait sous le choc à mesure que l'agent approchait à grands pas. L'atmosphère dans la salle était chargée d'une tension palpable. Des murmures de surprise et d'incrédulité parcoururent la galerie, et même la voix de l'avocat de la défense vacillait tandis qu'il jetait des regards tantôt sur son client, tantôt sur les nouveaux venus inattendus. « Mesdames et messieurs », annonça l'agent principal d'un ton posé mais ferme, « je suis l'agent Keisha Monroe des services secrets américains. Suite à de graves allégations de corruption, d'abus de pouvoir et de discrimination raciale systémique au sein de ce tribunal, j'ai été autorisé à suspendre les procédures et à mener une enquête fédérale complète. » Les paroles de l'agent tranchaient le silence comme un scalpel, chaque syllabe était réfléchie et chargée d'une autorité indéniable. Le juge, dont le nom avait été prononcé avec tant d'arrogance quelques minutes auparavant, tenta d'intervenir. « C'est absurde. C'est moi qui juge ici, » commença-t-il, la voix tremblante, prenant conscience de l'autorité de l'agent. Mais sa protestation fut noyée par un concert de halètements et le cliquetis rapide des caméras tandis que les journalistes capturaient chaque détail. Un silence de mort, presque glacial, s'abattit sur la salle. L'assurance habituelle du juge se brisa, ses yeux s'agitaient nerveusement et sa main serrait le marteau comme une bouée de sauvetage. De l'autre côté de la salle d'audience, la digne femme noire dans la galerie, qui avait longtemps observé les débats avec une calme résolution, se redressa un peu. Son regard ne vacillait pas, même lorsque le choc du moment se propagea dans l'assistance. Dans cette atmosphère survoltée, chaque conversation chuchotée, chaque regard échangé semblait souligner l'énormité de ce qui se passait. L'équilibre des forces se modifiait en temps réel. L'agent Monroe poursuivit, sa voix résonnant clairement par-dessus les murmures, « À compter d'aujourd'hui, toutes les procédures sont suspendues. Je prends en charge cette enquête. Toute interférence avec le processus ou toute tentative d'entrave à la justice entraînera une intervention fédérale rapide. » Sa déclaration n'était pas une simple déclaration. C'était un ultimatum qui ne laissait aucune place à la négociation. Le badge de l'agent principal brillait sous les lumières fluorescentes crues de la salle d'audience, un symbole d'autorité austère qui laissait visiblement trembler le juge, autrefois autoritaire. Le regard du juge croisa celui de l'agent Monroe pendant un bref instant chargé à un mélange d'arrogance provocatrice et de vérité implacable. L'espace d'un instant, son expression exprima une incrédulité incrédule, comme s'il ne parvenait pas à se faire à l'idée que celui-là même dont il s'était moqué avec tant de désinvolture soit désormais celui qui applique la loi. Le silence qui suivit fut presque palpable, lourd de la prise de conscience collective que l'ordre ancien s'effondrait. Un agent fédéral s'est avancé et, avec une précision éprouvée, s'est déplacé pour escorter le juge hors du banc. « Juge McCall, » dit l'officier doucement mais fermement, « veuillez venir avec nous. » Ces paroles, bien que courtoises, avaient le caractère définitif d'un juge déchu de ses pouvoirs. La salle d'audience fut plongée dans un silence stupéfait mêlé de murmures d'approbation de la part de ceux qui avaient longtemps souffert des préjugés du régime précédent. Certains dans la galerie et y compris des membres de la communauté qui observaient silencieusement se sont même permis de petits sourires triomphants, une justification silencieuse qui se faisait attendre depuis longtemps. Pendant ce temps, l'avocat de la défense et le procureur échangèrent des regards, leur antagonisme antérieur étant désormais remplacé par une curiosité incertaine à l'égard de la scène en évolution rapide. L'accusé, Ezra Holloway, gardait son calme malgré le chaos. Son regard,
fixe et fixe, exprimait un mélange de soulagement et de triomphe discret. Il soupçonnait depuis longtemps que la corruption profondément ancrée au sein du système rattraperait un jour les dirigeants et ce moment était venu. Alors que les agents fédéraux conduisaient le juge en disgrâce hors de la salle d'audience, l'agent Monroe s'est tourné vers les occupants restants. « Je vous assure, dit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement, que cette enquête vise à rétablir la justice et à garantir qu'aucun individu, quelle que soit sa race ou son origine, ne soit plus jamais maltraité dans ce palais de justice. » Ces paroles, mesurées et résolues, ont trouvé un profond écho auprès de la foule. Il était clair que l'époque de l'autorité sans contrôle était révolue. Une nouvelle ère de responsabilité s'ouvrait. La salle d'audience entière est restée silencieuse tandis que les agents escortaient le juge dans les couloirs, ses protestations s'estompant dans l'écho de pas lointains. À cet instant, chaque personne présente, avocat, accusé, greffier et spectateur, a ressenti le changement de pouvoir. L'héritage oppressif de la discrimination était en voie de démantèlement, et même les plus jeunes observateurs pressentaient qu'un jugement, attendu depuis longtemps, était imminent. L'agent Monroe a ensuite fait signe à 2 policiers en civil de sécuriser la zone et de commencer la phase initiale de l'enquête. Les caméras ont continué à flasher tandis que les journalistes s'efforçaient d'explorer chaque recoin du drame, et les réseaux sociaux se sont éclairés de mises à jour en temps réel. Chaque conversation chuchotée dans la galerie, chaque regard furtif échangé entre le personnel témoignait du fait que le palais de justice s'était transformé d'un bastion de vieux préjugés en une scène de changement radical et indispensable. À ce moment chargé, alors que l'autorité fédérale se heurtait aux vestiges d'un passé oppressif, le palais de justice devint plus qu'un simple bâtiment. Il devint un symbole. Un symbole que nul, aussi ancré soit-il dans son pouvoir, n'était au-dessus de ses responsabilités. Et pour Ezra Holloway et tous ceux qui ont longtemps été réduits au silence par l'injustice, c'était la promesse que leur voix serait enfin entendue et que leurs droits seraient défendus avec une détermination inébranlable. La juge Zaria Coleman entra d'un pas assuré dans le hall principal du palais de justice du comté de Crestwood, transformant immédiatement cet environnement autrefois familier en scène de changement radical. L'écho de ses pas mesurés sur le sol en marbre poli semblait résonner d'une autorité nouvelle. En traversant le hall, tous les visages employés, avocats et même visiteurs se tournèrent vers elle, sentant qu'il ne s'agissait plus du même palais de justice qu'autrefois. Suite à l'incident survenu à la porte, des rumeurs s'étaient rapidement répandues dans les couloirs concernant sa position résolue contre les pratiques discriminatoires. Maintenant, le poids de cette humiliation nourrissant sa détermination, elle était là pour annoncer un jugement public. Rassemblant ses notes et revoyant les nouveaux protocoles méticuleusement rédigés, elle gravit le grand escalier menant à l'auditorium, où une conférence de presse d'urgence avait été organisée. Avant d'entrer dans la pièce, elle s'arrêta dans une alcôve silencieuse, prenant une profonde inspiration. Chaque détail des derniers jours, chaque attente dédaigneuse à l'extérieur, chaque geste humiliant du personnel de sécurité résonnait dans son esprit comme une litanie d'injustice. Mais aujourd'hui, elle allait transformer cette douleur en une déclaration de réforme. Dans l'auditorium bondé, l'atmosphère était électrique et pleine d'impatience. Journalistes locaux, responsables associatifs et citoyens de tous horizons occupaient les rangées de sièges. Un murmure de conversation laissa place à un silence empreint d'attente lorsque la juge Coleman monta à l'estrade. Derrière elle, une grande fresque fraîchement peinte représentait la balance de la justice, balancée par des visages divers et exaltés, annonciateurs symboliques de la nouvelle ère qu'elle était déterminée à créer. Ses yeux, sombres et résolus, balayèrent la foule rassemblée alors qu'elle commençait. « Bonjour », dit-elle d'une voix claire et autoritaire. Aujourd'hui marque le début d'une transformation, non seulement dans ces couloirs, mais au cœur même de notre système judiciaire. Chaque mot était délibéré, chaque syllabe était chargée de la promesse de responsabilité. Depuis trop longtemps, cette institution est entachée de pratiques obsolètes et de préjugés incontestés. Nul, quelle que soit sa race, son origine ou son apparence, ne devrait être contraint d'attendre dehors, diminué, avant même de franchir ses portes. Ces paroles ont immédiatement trouvé un écho. Les murmures dans la salle se sont transformés en une vague d'applaudissements de soutien, mêlés de larmes et de discrets hochements de tête de la part de ceux qui avaient longtemps subi les outrages de la discrimination. Le juge Coleman a poursuivi en décrivant les nouveaux protocoles de visite, qui comprenaient une reconversion complète du personnel de sécurité et du personnel administratif, la mise en place d'un système de feedback anonyme, la suspension immédiate de ceux qui ont agi avec partialité. Aujourd'hui, nous mettons fin aux vieilles méthodes, a-t-elle déclaré. Toute atteinte à la dignité sera sanctionnée par des mesures rapides et décisives.
Notre palais de justice est un sanctuaire de justice, et non une porte qui filtre ceux qui méritent d'être entendus. À ce moment-là, les agents de sécurité, jusque-là réfractaires, avaient disparu de la scène. Leur nom avait déjà été diffusé par Gail Addison et son équipe, et une vague d'impatience pour de nouvelles mesures disciplinaires s'est emparée de la foule. L'annonce du juge Coleman a été accueillie avec un mélange d'étonnement et de jubilation. De nombreux spectateurs, notamment ceux qui avaient souffert en silence pendant des années, ont éclaté en acclamations. Un petit groupe de militants associatifs a même brandi des pancartes artisanales proclamant « Justice rétablie » et « Plus d'attente dehors », leur voix se mêlant en un chœur puissant qui a résonné dans la salle. Au cours de la conférence de presse, la juge Coleman a détaillé non seulement les changements immédiats, mais aussi sa vision de réforme à long terme. Elle a évoqué la création d'un comité de surveillance indépendant, composé de personnalités locales respectées, de juristes et de défenseurs des droits civiques, qui surveilleraient chaque aspect du fonctionnement du palais de justice. La transparence et la responsabilité seront nos principes directeurs, elle a déclaré, nous devons construire un système dans lequel chaque plainte est entendue, chaque voix est valorisée et chaque individu est traité avec le respect qu'il mérite. Sa passion était évidente dans l'intensité de son regard et la fermeté de son ton, un contraste frappant avec le dédain qui avait entaché sa première rencontre à la porte. Tout au long de son discours, elle a entrelacé des anecdotes personnelles, le souvenir du moment humiliant où on lui avait demandé d'attendre dehors et la douloureuse constatation que tant d'autres avaient été marginalisés de la même manière. Pourtant, elle a transformé ces souvenirs en un cri de ralliement pour le changement, un appel à un système judiciaire qui ne tolérerait plus aucune forme de discrimination. À la fin de son discours, une énergie palpable emplissait l'auditorium. Les visages devant elle reflétaient non seulement l'espoir en l'avenir, mais aussi la volonté de contribuer à la solution. Les derniers mots du juge Coleman. Que ce jour marque le début d'une véritable justice dans notre pays, ont été accueillis par un tonnerre d'applaudissements qui semblait résonner sur tous les murs du palais de justice. À ce moment-là, chaque personne présente a senti que l'héritage oppressif du passé était remplacé par un avenir fondé sur l'égalité et la dignité. Après la conférence de presse, tandis que les spectateurs quittaient l'auditorium dans la lumière éclatante de l'après-midi, la juge Coleman s'attarda quelques instants à la tribune. Elle observa la foule mère avec enfants, personnes âgées aux yeux larmoyants, jeunes militants brandissant des pancartes pleines d'espoir et s'accorda un bref instant de satisfaction en privé. Elle savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, que les systèmes bien établis changeaient rarement du jour au lendemain. Mais elle savait aussi une chose avec certitude. Aujourd'hui a planté les graines d'une révolution dans la justice. En quittant le podium, elle a rencontré Gail Addison et quelques membres du personnel de confiance. Ensemble, ils ont examiné les prochaines étapes, des formations de recyclage immédiates pour tous les employés du palais de justice, la mise en place de nouveaux protocoles pour les visiteurs et une série de forums publics où les citoyens pourraient partager leurs expériences et contribuer à l'élaboration de nouvelles réformes. Chaque détail a été examiné avec le plus grand soin, afin que personne ne puisse ultérieurement prétendre que les changements étaient incomplets ou hésitants. Alors que les portes du palais de justice se refermaient sur les derniers participants, l'air extérieur vibrait de la promesse d'un renouveau. La juge Coleman descendait lentement les marches, le cœur gonflé à l'idée d'avoir franchi une étape monumentale vers la transformation non seulement de l'institution, mais aussi de la vie d'innombrables personnes privées d'équité. Dans la lumière déclinante, tandis que le ciel prenait une teinte ambrée éclatante, elle savait que ce n'était qu'un début, qui, grâce à un engagement indéfectible et à un effort collectif, donnerait finalement naissance à une société véritablement juste. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était devenue chaotique, les révélations de l'agent Keisha Monroe ayant provoqué une onde de choc dans toute la salle. Dans les instants qui suivirent sa déclaration calme d'autorité fédérale, la présence autrefois imposante du juge Thaddeus Wayne commença à s'effriter. Ses traits sévères se tordirent d'incrédulité et de panique tandis que des agents en uniforme s'avançaient pour le sécuriser. Pendant ce temps, la galerie était en émoi. Halètements et murmures se mêlaient au cliquetis rapide des obturateurs, tandis que journalistes et spectateurs peinaient à comprendre ce qu'ils voyaient. Ezra Holloway, qui avait gardé un sang-froid stoïque tout au long du procès, restait désormais immobile, les yeux rivés sur la façade délabrée du juge. Sa dignité discrète, autrefois un défi tacite à la partialité du juge, symbolisait désormais le triomphe ultime de la vérité sur l'arrogance. De l'autre côté de la salle, les visages des plaideurs et des membres marginalisés de la communauté, souffrant depuis longtemps, affichaient un mélange de justification et de soulagement. Pour beaucoup, des années d'injustice, d'exclusion, de dégradation et de silence avaient trouvé leur juste répit dans ce moment dramatique. Au lendemain de l'incident,
alors que le juge Wainwright était emmené menotté par des agents fédéraux, un silence palpable s'installa dans la salle d'audience, rompu seulement par la voix douce et mesurée de l'agent Monroe. Cette enquête, a-t-elle déclaré, ne négligera aucun détail. Chaque acte de partialité et d'abus commis au sein de cette institution sera révélé et sanctionné. Ces paroles, fermes et inflexibles, ont profondément résonné auprès de tous ceux présents. La juge autrefois intouchable, dont chaque parole était teintée de mépris, était désormais exposée au grand jour, symbole d'une corruption systémique enfin tenue responsable. Pendant un long moment, la salle sembla figée dans le temps. Puis, comme libérée d'un souffle collectif trop longtemps retenu, des murmures étouffés commencèrent à parcourir la galerie. Les avocats échangèrent des regards mêlant incrédulité et espoir prudent, l'espoir que justice soit enfin rendue. L'avocat de la défense, dont les précédentes tentatives pour sauver l'affaire avaient échoué, se pencha alors en avant avec une détermination renouvelée. Il murmura à son client, « C'est notre chance. Tout change, ici et maintenant. » Au même moment, certains membres du personnel du palais de justice, témoins silencieux de pratiques discriminatoires depuis des années, ont commencé à manifester des remords. Un greffier chevronné, les larmes aux yeux, a murmuré à un jeune collègue, « On a déjà vu ça, mais aujourd'hui, c'est réel. Il faut faire mieux. » Les mots, bien qu'à peine audibles, portaient le poids de décennies de souffrances silencieuses et de frustrations accumulées. À l'extérieur du tribunal, les premiers signes d'une réaction publique organisée se faisaient jour. À travers les hautes fenêtres cintrées, des membres de la communauté s'étaient rassemblés et observaient le drame se dérouler. Quelques-uns, smartphone à la main, retransmettaient l'événement en direct, tandis que d'autres se tenaient en groupe, leurs expressions mêlant espoir et justification. Le changement de pouvoir ne se limitait pas au tribunal. Il s'infiltrait au cœur même de la communauté, suscitant des débats sur la justice, la responsabilité et la réforme systémique. À l'intérieur, la tension céda peu à peu la place à une atmosphère de détermination. L'agent Monroe, son badge encore étincelant, s'adressa aux journalistes rassemblés avec une clarté irréprochable. « Aujourd'hui marque un tournant dans notre système judiciaire », a-t-elle annoncé. Les abus tolérés dans ce palais de justice depuis bien trop longtemps seront systématiquement démantelés. Nous poursuivrons cette enquête avec tous les moyens à notre disposition. Et je vous assure que personne n'est au-dessus des lois. Ces paroles résonnèrent dans la salle, renforçant la détermination de ceux qui avaient longtemps subi le coup de l'injustice. Ezra Holloway, bien que toujours silencieux, semblait absorber chaque mot, son regard reflétait la conviction profonde que ce moment resterait dans les mémoires comme le jour où la justice basculerait. Pour lui, comme pour tant d'autres, le long cheminement de l'humiliation à la justification touchait à son paroxysme. Pendant ce temps, le juge Wainwright était escorté vers la sortie, ses protestations résonnant inutilement dans le couloir. Son armure d'arrogance, autrefois impénétrable, gisait en miettes sur le sol poli du palais de justice. Les agents fédéraux, fidèles à leur devoir, veillèrent à son arrestation rapide. La vision de sa chute fit vibrer la salle d'audience d'émotion, pour certains, un sentiment de justice poétique, pour d'autres, un rappel lucide de la corruption absolue du pouvoir. Alors que la salle d'audience se vidait peu à peu, le brouhaha des conversations chuchotées persistait. Un groupe d'avocats s'était rassemblé à proximité, discutant des implications de l'arrestation et spéculant sur les possibilités de réforme au sein du comté. Cela pourrait être le catalyseur dont nous avions besoin pour un véritable changement, a déclaré un avocat, la voix tremblante d'excitation et d'appréhension. Pendant des années, nous avons lutté bec et ongles contre un système qui favorisait les privilégiés. Maintenant, peut-être seulement la justice triomphera. Au lendemain du chaos, une détermination sereine s'est installée. Les membres du personnel, désormais pleinement conscients des conséquences de leurs actes passés, ont commencé à se rapprocher les uns des autres avec un sens des responsabilités renouvelé. Des conversations informelles ont éclaté à voix basse sur les séances de recyclage, la mise en place du système de plaintes anonymes et l'importance de l'engagement de chacun pour l'équité pour l'avenir du palais de justice. Même l'équipe de sécurité, autrefois hautaine, semblait soumise, son dédain antérieur remplacé par une reconnaissance silencieuse que son rôle avait été irrévocablement modifié. Au milieu de la tourmente, l'agent Monroe a poursuivi son travail avec une précision professionnelle. Elle a parcouru la pièce avec méthode, s'entretenant avec des témoins clés et veillant à ce que les preuves de partialité et d'abus soient répertoriées et préservées. Son calme était un symbole d'autorité constante dans un océan de troubles. En recueillant des témoignages et des documents, elle a rassuré discrètement ceux qui craignaient que l'enquête ne dégénère en représailles. « Il ne s'agit pas de vengeance », dit-elle doucement à un employé timide. «
Il s'agit de veiller à ce que chaque personne qui franchit ces portes soit traitée avec le respect et la dignité qu'elle mérite. À la fin de la journée, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que la façade autrefois imposante du palais de justice était baignée par la douce lueur du crépuscule, les événements de la journée avaient laissé une trace indélébile sur tous les présents. L'ancien ordre s'effondrait, laissant place aux graines d'un nouveau système plus équitable. L'histoire de la chute du juge Wainwright et de l'intervention inébranlable de l'agent Monroe allait se répercuter bien au-delà des murs du palais de justice, déclenchant des conversations dans tout le comté de Madison et finalement dans tout le pays sur la nécessité de transparence, de responsabilité et de véritable justice. Alors que les derniers vestiges du tumulte de la journée s'estompaient dans un silence pensif, Ezra Holloway sortit dans la fraîcheur nocturne, empli d'un espoir prudent. Il savait que la bataille pour la justice était loin d'être gagnée, mais ce jour avait marqué un tournant à un moment où la balance du pouvoir avait enfin commencé à pencher en faveur de la vérité. Et tandis que les lumières du palais de justice s'éteignaient une à une, les échos persistants de ce jour historique promettaient qu'enfin, l'ère de la discrimination incontrôlée touchait à sa fin. Dans les jours qui ont suivi la purge explosive, le palais de justice du comté de Crestwood a entamé sa transformation sous la direction inflexible de la juge Zaria Coleman. Les couloirs austères, autrefois résonnants d'ordre dédaigneux et de lourdes bottes, bourdonnaient désormais d'une activité déterminée et de conversations discrètes sur un avenir meilleur. Chaque matin, tandis que la douce lumière de l'aube filtrait à travers les hauts vitraux, une nouvelle détermination envahissait l'air. La juge Coleman elle-même arpentait les couloirs, s'arrêtant pour discuter discrètement avec les agents de sécurité, les greffiers et le personnel administratif. Son objectif était clair, garantir que chaque personne entrant dans le palais de justice soit traitée avec dignité et équité, une promesse qui avait cruellement fait défaut auparavant. Dans une spacieuse salle de conférence récemment rénovée au 2e étage, l'administratrice en chef Gail Addison a convoqué une réunion avec les cadres supérieurs, un panel diversifié de conseillers et même quelques anciens agents de sécurité. La salle vibrait d'une urgence silencieuse, froissement de papier, claquement de clavier, échange d'idées discrets. Le groupe a examiné des rapports détaillés d'incidents passés, témoignages de citoyens contraints d'attendre à l'extérieur, plaintes anonymes et notes internes documentant des pratiques discriminatoires. Gail a présenté un plan complet de refonte du processus d'enregistrement, comprenant un espace d'accueil réaménagé, une formation au service client convivial pour tout le personnel du palais de justice et un système de retour d'informations numériques anonymes afin de garantir qu'aucun mauvais traitement ne passe inaperçu ou ne soit traité. Chaque proposition a été accueillie avec un mélange d'optimisme prudent et de remords discrets, en particulier de la part de ceux qui avaient autrefois soutenu le système qu'ils contribuaient désormais à démanteler. Le juge Coleman, assis en bout de table, écoutait attentivement le jeune greffier, Darius Huxley, raconter ses propres expériences des cas où il avait vu des collègues traiter certains visiteurs avec une suspicion excessive, voire un mépris total. Sa voix, bien que douce, portait le poids d'années passées dans le silence. « J'ai toujours été mal à l'aise », a-t-il avoué, en voyant des gens être traités comme s'ils n'étaient même pas dignes de notre système. « Je suis prêt pour ce changement. » Ces paroles ont suscité un accord solennel parmi le personnel réuni, renforçant l'idée que la réforme était non seulement nécessaire, mais attendue depuis longtemps. Les yeux de Coleman brillaient de détermination lorsqu'elle a exposé sa vision, un palais de justice où chaque protocole était conçu pour protéger la dignité de tous, où le personnel serait tenu responsable par le biais d'audits réguliers et d'une formation continue à la sensibilité, et où un comité de surveillance indépendant serait chargé d'examiner toutes les plaintes. À l'extérieur, la transformation était tout aussi visible. L'ancien poste de sécurité, autrefois symbole d'exclusion, a été remplacé par un espace d'accueil lumineux et ouvert. De nouveaux uniformes ont été remis à l'équipe de sécurité, impeccable, professionnelle et, surtout, assortis d'un nouveau devoir de courtoisie. Les agents, autrefois moqueurs, accueillent désormais les visiteurs avec un sourire sincère et leur donnent des indications claires. Les changements ont touché tous les recoins du palais de justice. Dans le hall d'entrée, une borne numérique récemment installée permettait aux visiteurs d'enregistrer facilement leur présence, avec des instructions affichées en plusieurs langues. Une fresque représentant divers visages et une balance de la justice équilibrée ornait désormais l'un des murs où une déclaration artistique audacieuse affirmant que le palais de justice appartenait à tous. Au palais de justice, des séances de formation du personnel étaient en cours. Dans une grande salle de séminaire, animée par Marshava, consultante reconnue en diversité, des groupes d'agents de sécurité et de greffiers ont participé à des jeux de rôle interactifs. Ils ont mis en pratique des scénarios visant à révéler leurs préjugés inconscients, chaque exercice mettant l'accent sur l'empathie et une communication respectueuse. Les séances de Marsha étaient intenses et chargées d'émotions.
Les participants étaient encouragés à partager leurs expériences personnelles de préjugés et à discuter de la manière dont ces expériences les avaient affectés. Au fil de la formation, même les voix les plus sceptiques ont commencé à s'apaiser, remplacées par un engagement commun envers une conduite plus rigoureuse. Parallèlement, l'engagement communautaire s'est accru. Les militants locaux des droits civiques ont organisé des assemblées publiques et des forums publics devant le palais de justice. Dans un centre communautaire animé, les habitants de Crestwood, aux parents, étudiants, personnes âgées se sont réunis pour exprimer leurs griefs de longue date et proposer des réformes. Ces rencontres étaient franches et sincères. Les intervenants ont relaté des histoires de traitements injustes, tandis que d'autres partageaient leurs espoirs d'un avenir plus équitable. Les voix de la communauté, autrefois réduites au silence par la peur et la résignation, s'élevaient désormais à l'unisson, exigeant transparence et responsabilité. Les médias sociaux ont explosé de messages de soutien et des hashtags comme #JusticeForCrestwood et #NewBeginning sont devenus populaires localement, symbolisant le désir collectif de la communauté pour un changement durable. De retour au palais de justice, le bureau de la juge Coleman devint un véritable centre d'activité. Elle passa de longues heures à analyser les commentaires du personnel et du public, rédigeant des notes de service qui établiraient de nouvelles directives pour chaque service. Son bureau, autrefois encombré par les vestiges de politiques obsolètes, contenait désormais des dossiers bien rangés intitulés « Protocole visiteur révisé » et « Formation du personnel obligatoire ». Jusque tard dans la soirée, elle restait assise à son bureau à lire les messages sincères des membres de la communauté et à noter des idées pour améliorer encore le système. Chaque petite victoire, un compliment d'un employé autrefois hésitant, un mot de remerciement d'un visiteur qui se sentait respecté renforçait sa conviction que le changement était non seulement possible, mais inévitable. Au fil des jours, l'impact des réformes est devenu évident. Lors des audiences, l'atmosphère était différente. À chaque arrivée d'un visiteur, son identité était vérifiée avec un respect sincère, et la moindre trace de préjugé était immédiatement sanctionnée. Même au milieu des procès en cours, les nouveaux protocoles avaient commencé à modifier le ton des procédures. Les avocats, longtemps irrités par le traitement brutal des témoins, se retrouvaient désormais dans un environnement propice à un dialogue ouvert et respectueux. Cette transformation s'était enracinée dans tous les aspects du fonctionnement du palais de justice. À la fin de cette semaine charnière, l'atmosphère autrefois oppressante du palais de justice du comté de Crestwood s'était transformée en un symbole de responsabilité et d'espoir. Les nouvelles procédures, bien qu'encore à leur début, portaient déjà leurs fruits. La juge Coleman, avec sa détermination inébranlable et son leadership visionnaire, avait lancé un processus qui promettait non seulement de guérir de vieilles blessures, mais aussi de construire un avenir défini par l'égalité et la justice. Alors que le palais de justice s'installait dans son nouveau rythme, chaque employé des réceptionnistes aux officiers les plus hauts gradés a saisi l'opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Dans le calme qui précéda l'aube du lendemain, tandis que la juge Coleman examinait les rapports finaux et s'apprêtait à annoncer de nouvelles améliorations, elle ressentit un profond sentiment d'utilité. Le chemin était loin d'être terminé, et des défis restaient à relever. Mais au cours de cette semaine transformatrice, chaque pas franchi avait conforté sa conviction que la véritable justice pouvait prévaloir. Et alors que les portes du palais de justice s'ouvraient à nouveau pour accueillir un nouveau jour, les échos du changement résonnaient dans chaque couloir, promettant que personne ne serait plus jamais obligé d'attendre dehors simplement à cause de qui il était. Dans les jours qui ont suivi la purge, le palais de justice du comté de Crestwood a vibré d'un mélange d'inquiétude et d'impatience. Dans ces couloirs fraîchement réformés, l'atmosphère était chargée de discussions sur la responsabilité et les projets pour un avenir plus juste. La juge Saria Coleman avait convoqué une série de réunions avec le personnel et les représentants de la communauté. Et maintenant, alors que le soleil de milieu de semaine filtrait à travers les hautes fenêtres, le palais de justice vibrait de promesses de transformation. Par un mercredi matin frais, un groupe d'employés du palais de justice s'est réuni dans une salle de conférence spacieuse et lumineuse donnant sur le hall animé situé en contrebas. Récemment rénovée avec des touches modernes et des couleurs neutres et douces, la salle, autrefois austère, avait été transformée en un espace de dialogue accueillant. Ici, hauts fonctionnaires, agents de sécurité, greffiers et même quelques avocats chevronnés étaient réunis pour discuter en détail de l'avancement des réformes mises en place par le juge Coleman. L'ambiance était solennelle mais pleine d'espoir. Nombre de visages, autrefois marqués par la résignation, brillaient désormais d'un optimisme prudent. L'un des premiers à prendre la parole fut Darius Huxley, un jeune greffier dont l'honnêteté discrète lui avait valu le respect de ses pairs. D'un ton mesuré, il relata les incidents qui avaient sévi au palais de justice pendant des années, des histoires de visiteurs,
notamment issus de communautés marginalisées, maltraitées ou laissées en attente à l'extérieur, et des plaintes internes restées lettres mortes. Sa voix, bien que douce, portait le poids de décennies d'injustice. Et tandis qu'il parlait, de nombreuses personnes dans la salle acquiescèrent d'un signe de tête. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer ces pratiques, a-t-il déclaré. Si nous voulons rétablir la confiance, chaque personne qui franchit ces portes doit être traitée avec dignité et équité. Gail Addison, l'administratrice principale dont les efforts inlassables avaient contribué à orchestrer la purge, a ensuite présenté un rapport complet. À l'aide de graphiques et de journaux détaillés, elle a expliqué comment les nouveaux protocoles de visite avaient déjà commencé à faire la différence. Depuis la mise en œuvre des nouvelles directives, nous avons enregistré une baisse significative des plaintes pour discrimination, a-t-elle noté d'une voix ferme mais pleine d'espoir. Notre système d'enregistrement révisé, ainsi que les formations obligatoires, modifient progressivement la façon dont notre personnel interagit avec le public. Nous avons même vu les agents de sécurité, qui autrefois méprisaient les étrangers, accueillir désormais les visiteurs avec un sourire sincère et des indications utiles. La salle tomba dans un silence pensif tandis que le groupe absorbait le rapport. Un par un, les membres du personnel, certains se sentant depuis longtemps prisonniers d'un système oppressif, ont émis des propositions d'amélioration. Marcus Arlo, huissier chevronné, a raconté sa propre expérience et a admis, « Avant, j'obéissais aux ordres sans poser de questions, même si je savais au fond de moi qu'ils étaient erronés. Mais maintenant, je vois que le changement est possible. Je veux contribuer à ce que personne ne se sente plus jamais inférieur ici. » Ces aveux ont été accueillis par des applaudissements discrets et des murmures de soutien, signalant un changement subtil mais significatif dans la culture du palais de justice. Au-delà de la salle de conférence, l'impact de ces changements internes était visible pour la communauté du comté de Crestwood. La nouvelle de la transformation du palais de justice se répandit rapidement. Les journaux locaux relatèrent les nouvelles réformes, soulignant comment le juge Coleman avait démantelé les pratiques discriminatoires et les avait remplacées par des politiques fondées sur la transparence et le respect. Les dirigeants communautaires ont organisé des réunions publiques où les citoyens ont partagé leurs histoires personnelles, des récits d'humiliation, de mauvais traitements et l'espoir que les choses pourraient enfin être différentes. Dans un modeste centre communautaire près du palais de justice, une militante très respectée du nom de Giovanna Rhys s'est adressée à une salle bondée. « Pendant des années, nous avons vécu dans la peur et le silence », a-t-elle déclaré avec passion. Mais maintenant, nos voix sont entendues. Les changements à Crestwood ne sont pas seulement politiques. C'est une promesse, la justice sera au service de tous, et pas seulement de quelques privilégiés. De retour au palais de justice, la juge Coleman a continué de superviser le déploiement des réformes avec un dévouement sans faille. Elle a parcouru les couloirs en personne, saluant les employés et répondant à leurs questions sur les nouveaux protocoles. Au cours de conversations tranquilles dans les salles de pause, même les employés les plus sceptiques ont commencé à partager leurs espoirs pour l'avenir. Je n'aurais jamais imaginé que notre lieu de travail puisse changer autant, confiait un jeune agent de sécurité à un collègue. Mais j'ai le sentiment que nous sommes enfin sur la bonne voie. Aujourd'hui, j'ai accueilli un visiteur avec une gentillesse sincère, et j'ai eu l'impression de participer à quelque chose de plus grand que de simplement obéir aux ordres. Ces petits moments de transformation, bien que subtils, ont collectivement signalé un changement profond dans l'éthique de l'institution. Tout au long de la journée, les efforts de réforme ont continué de s'intensifier. Le juge Coleman a reçu de nombreux courriels et lettres de membres de la communauté félicitant le palais de justice pour son nouvel engagement en faveur de l'égalité. Certains messages provenaient de personnes ayant longtemps été victimes de discrimination, exprimant désormais un optimisme prudent quant à la possibilité que leur voix soit enfin prise en compte. D'autres provenaient d'avocats locaux et de groupes de défense des droits civiques, l'exhortant à faire pression pour de nouvelles réformes et avertissant que le combat pour la justice ne faisait que commencer. En fin d'après-midi, alors que le palais de justice s'apprêtait à fermer ses portes, la juge Coleman a convoqué une dernière table ronde avec ses collaborateurs clés dans un bureau calme et privé. La discussion a porté sur les défis à venir. « Nous avons fait des progrès significatifs aujourd'hui », a-t-elle déclaré d'une voix résolue mais douce. Mais notre travail n'est pas terminé. Un changement systémique demande du temps, de la persévérance et une volonté d'affronter l'inconfort. Nous devons continuer à écouter, à apprendre et à nous responsabiliser mutuellement. Ces paroles ont trouvé un profond écho auprès des personnes présentes, et une détermination renouvelée s'est manifestée dans leur regard. Ils ont discuté des projets d'examen trimestriel des nouvelles politiques,
de suggestions pour améliorer la communication avec le public et d'idées de programmes de sensibilisation communautaire qui contribueraient à rétablir la confiance dans le système judiciaire. À la fin de la réunion, la salle était emplie d'un mélange de fatigue et d'espoir. Chacun comprenait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, qu'il y aurait des revers et de la résistance de la part de ceux qui s'accrochaient aux anciennes méthodes. Mais il y avait aussi la conviction collective de participer à un mouvement transformateur, un mouvement qui allait redéfinir la façon dont la justice était rendue dans le comté de Crestwood. Lorsque le dernier membre du personnel quitta le bureau et qu'un silence respectueux s'installa dans le bâtiment, la juge Coleman s'assit seule près de la fenêtre, regardant le crépuscule tomber sur le palais de justice. Dans ce moment de silence, elle réfléchit au déroulement de la journée, les discussions ouvertes, les aveux sincères et les projets prometteurs pour l'avenir. Même si elle savait que la véritable transformation était un processus graduel, chaque pas franchi aujourd'hui les rapprochait d'un système où chaque individu serait traité avec dignité et respect. Ses pensées furent interrompues par le léger clic de la porte lorsque Gail Addison revint avec un rapport final. Ensemble, elles passèrent en revue les chiffres et les anecdotes de la journée, y découvrant les germes d'un changement durable. La voix de Gail était basse. « La communauté nous écoute, juge Coleman. Ils croient en ce que nous faisons. » Le juge Coleman hocha la tête, un léger sourire se dessinant malgré la fatigue. Il faut continuer à avancer. Aujourd'hui n'est que le début. Alors que les lumières du palais de justice s'éteignaient et que le bâtiment s'installait dans un calme qui trahissait les changements monumentaux en cours, chaque personne dans cette salle, chaque membre du personnel qui avait participé comprenait que l'héritage oppressif du passé était enfin en train d'être démantelé. Et à ce moment-là, la promesse d'un avenir plus juste et plus inclusif a brillé aussi fort que la lumière déclinante du jour, un phare qui guiderait le comté de Crestwood vers une véritable justice pour tous. Alors que l'aube se levait par une fraîche matinée d'hiver dans le comté de Crestwood, le palais de justice, autrefois symbole d'exclusion et d'oppression, rayonnait désormais d'un sentiment palpable de renouveau. La transformation entamée ces dernières semaines a culminé avec une grande cérémonie de réouverture qui a attiré des citoyens de tous horizons. Familles, militants et dignitaires locaux se sont rassemblés sur les marches du palais de justice récemment rénové, les yeux brillants d'espoir et de détermination. La façade froide et défraîchie du vieux bâtiment avait été remplacée par des fresques murales éclatantes et une signalétique claire proclamant « Justice pour tous ». C'était une renaissance austère, presque poétique, une promesse que les jours sombres de la discrimination étaient enfin révolus. À l'intérieur, la juge Saria Coleman se préparait pour son premier discours public officiel depuis la mise en œuvre des réformes radicales. Dans son bureau, désormais doté de touches modernes, un bureau élégant, des chaises recouvertes de linge propre et des citations inspirantes de défenseurs des droits civiques, elle a passé en revue les derniers détails du programme de la journée. Les notes de service, les protocoles révisés pour les visiteurs et les programmes de formation complets du personnel étaient soigneusement empilés, chacun représentant une victoire durement gagnée sur des années de préjugés enracinés. En parcourant les documents, ses pensées se sont tournées vers le douloureux souvenir de l'ordre d'attendre dehors, un souvenir qui avait allumé en elle une flamme de détermination. Cette humiliation, autrefois source d'angoisse personnelle, était devenue le catalyseur d'une refonte institutionnelle complète. Une occasion de créer un lieu où chaque individu serait traité avec dignité et respect. Avec un calme mesuré, elle entra dans l'auditorium principal où une foule silencieuse était déjà rassemblée. La salle, baignée par la douce lumière matinale filtrant à travers de grandes fenêtres, exhalait une atmosphère d'anticipation sereine. Les journalistes locaux étaient assis en rangées bien ordonnées, leurs caméras braquées, et les dirigeants communautaires, y compris d'anciennes victimes de l'ancien régime, remplissaient les sièges avec des expressions allant de l'optimisme prudent à la joie pure et simple. À l'avant, une scène avait été installée avec un podium et, derrière, un grand écran de projection diffusait des images des nouvelles politiques du palais de justice dans des détails saisissants. La juge Coleman prit place à la tribune, marquant une pause pour laisser retomber l'importance de l'événement. Puis, d'une voix claire et vibrante, elle s'adressa à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une nouvelle ère, une époque où les couloirs de ce palais de justice ne résonneront plus de préjugés ou d'indifférence, mais d'équité, de transparence et de compassion. Chaque mot qu'elle prononçait portait le poids des luttes qui les avaient amenés à ce moment, les humiliations, les protestations, les voix silencieuses qui avaient crié justice après des décennies de négligence. Nous avons réformé nos politiques, formé notre personnel et mis en place un système de responsabilisation qui promet de protéger chaque citoyen qui cherche justice entre ses murs. Plus personne ne sera obligé d'attendre dehors simplement en raison de son identité. Ces paroles ont été accueillies par un tonnerre d'applaudissements qui a rempli la salle d'un sentiment de triomphe collectif.
Elle a ensuite relaté son parcours de transformation, du choc initial face aux pratiques discriminatoires aux rencontres courageuses qui ont ouvert la voie à la réforme, en passant par l'élimination de ceux qui avaient perpétué les préjugés. Elle a évoqué les forums communautaires et les innombrables lettres de soutien qu'elle avait reçues, chaque témoignage rappelant le coût humain de l'injustice et le pouvoir de la résilience. « Notre travail est loin d'être terminé », a-t-elle averti doucement. Mais aujourd'hui, célébrons la victoire de la vérité et de l'équité sur un ordre ancien de silence et d'exclusion. Tout au long du discours, les visages de la foule passaient de la réflexion solennelle à un espoir radieux. Une femme d'âge mûr, autrefois réduite au silence par des années d'injustice, essuyait des larmes de soulagement, tandis qu'un jeune militant au premier rang serrait une pancarte sur laquelle était écrit « Nouveau départ » avec une fierté inébranlable. L'énergie dans la salle était électrique, un mélange de guérison, de détermination et de promesse d'un avenir défini par l'égalité. Après le discours officiel, le juge Coleman a invité les dirigeants et le personnel de la communauté à poser des questions. Tour à tour, ils se sont exprimés pour partager leurs expériences et leurs espoirs. Un homme âgé a raconté comment il s'était senti un jour indigne parce qu'il était arrivé vêtu de vêtements simples et usés. Un avocat local a détaillé le poids personnel d'être témoin de décisions injustes. Chaque histoire, crue et honnête, souligne l'urgence des réformes. La juge Coleman a écouté avec empathie et a assuré que leur voix avait été entendue et continuerait d'orienter les changements futurs. Elle a promis des forums publics réguliers et un comité de surveillance indépendant qui se réunirait mensuellement pour examiner les progrès et répondre aux préoccupations persistantes. Son engagement ne se limitait pas aux paroles, mais aux mesures concrètes qui garantiraient la responsabilité et l'inclusion pour les années à venir. À mesure que l'après-midi s'installait, l'ambiance à l'extérieur du palais de justice s'est intensifiée. Les marches étaient bordées de membres de la communauté, de familles et de musiciens locaux jouant des airs doux et porteurs d'espoir. Une marche de célébration a été organisée par des groupes de défense des droits civiques, et des banderoles flottaient au vent, proclamant des messages d'unité et de justice. Les commerces locaux ont offert des réductions à ceux qui manifestaient leur solidarité avec la nouvelle mission du palais de justice, et les médias ont salué cette transformation comme un modèle de réforme judiciaire à l'échelle nationale. Dans un moment de silence après la cérémonie, alors que la foule commençait à se disperser et que l'auditorium se vidait peu à peu, la juge Coleman regagna un balcon latéral surplombant la place principale. Là, dans la lumière déclinante, elle s'accorda un rare moment de réflexion. Le parcours avait été ardu, marqué par la douleur et la résistance, mais il avait aussi témoigné de la force de la persévérance. Le palais de justice n'était plus une institution marquée par les cicatrices du passé, il devenait un symbole d'espoir pour tous ceux qui croyaient en la véritable justice. Ses yeux parcouraient les visages en contrebas, chacun représentant la promesse d'un avenir meilleur. Dans ce moment de silence et de réflexion, le juge Coleman a fait un vœu personnel, continuer à lutter pour des réformes qui garantiraient que chaque individu soit traité avec dignité, que l'héritage de l'injustice serait remplacé de manière permanente par une culture de responsabilité, et que les voix des opprimés ne seraient plus jamais réduites au silence. Alors que la dernière lumière du jour disparaissait à l'horizon, le palais de justice se dressait comme un monument de résilience et de transformation, un lieu où la nouvelle aube de la justice avait commencé. Et au cœur du comté de Crestwood, sous le vaste ciel étoilé, la promesse d'un avenir juste et inclusif brillait de mille feux, annonçant un nouveau chapitre où chaque personne pourrait enfin se sentir chez elle dans le sanctuaire de la vraie justice.